d'accueillir Timur Abdikeyev, qui est un des grands chanteurs d'opéra contemporain, qui vient avec son épouse Elena. Timur a chanté dans les plus grandes salles internationales. Il a été chanteur lyrique soliste du théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg. Il a chanté au Bolchoï, à New York, à Londres, à Madrid, à Paris, etc., etc. Et il nous fait le plaisir de nous offrir quelques morceaux que nous allons écouter avec beaucoup de joie. Seigneur, Seigneur, car le soldat, où ils correront, allons s'attendre, pour plaisir qu'il faut le combat. Le cire est plein ces jours à peine, le cire est plein de haut en bas. Où les spectateurs perdons la tête, les spectateurs s'interpellent à grand fracas. Songe combattant que l'œil noir te regarde et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend. Toréador, c'est les poi, toréador, знай, что из-под жгучие глаза час борьбы горят сильней, и ждет себя любовь, тореадор, и ждет себя любовь. Tout en coup, on fait silence, à que se passe-t-il? Le plus s'élance, le taureau s'élance et vient million orbitaire. Il s'élance et l'entre il frappe, le cheval roule entre l'empicador. Ah bravo,
toro, hurle la poule, le bourreau s'élance et vient, et frappe le toro en seco. C'est banderille, l'intérêt du cours, le cirque plein de son, en salon tout, penché le grille, c'est ton tour maintenant. Allons, en garde, allons, allons, toréador en garde, toréador, et songe vieux, songe combattant, que l'œil voit le regard, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend. Toréador célèbre, toréador, Знаешь, что рисунок жгучие глаза, час борьбы горят сильней, и ждет себя любовь, тоréадор, и ждет себя любовь. Chers invités, je voudrais remercier M. Thierry Revon pour cette invitation. Je remercie vous pour cette chaleureuse accueil. C'est avec grand plaisir que je vous invite à mon concert le 13 juin au Centre culturel russe. Ce serait un très bel concert avec soirée dansante, avec cocktail. Vous êtes tous bienvenus. Je voudrais vous chanter une chanson russe qui s'appelle Cochet, ne fouette pas les chevaux. C'est vrai qu'on est pas possible. Cochet, ne fouette pas les chevaux. Ne va pas si vite. Plus rien m'attend maintenant. Plus rien me presse maintenant. Ne me presse maintenant. Je n'ai plus personne à aimer. Je n'ai plus personne à blâmer. Cochet, ne fouette pas les chevaux. Как грустно туманно кругом, тоскливо безотвратен мой путь, а прошлое кажется сном, теснит наболевшую грудь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше винить. Ямщик, не гони лошадей. Как жажду средь мрачных равнин измену забыть и любовь, но память мой злой властелин все будет минувшим. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше винить. Ямщик,
Все было лишь ложь и обман. Прощай и мечты, и покой, но боль незакрывшихся ран останется вечно со мной. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Ямщик, не гони лошадей. Nous sommes vraiment très touchés du vous. Merci beaucoup. Merci, cher Thierry. Voilà. Merci beaucoup, chers amis. Et merci Martine Boulard qui nous a présenté. Exactement. Martine Boulard préside le Fonds culturel de l'Ermitage, qui a une œuvre artistique et culturelle et civilisationnelle dont nous profitons nombreux ici. Voilà. Bravo. Chers amis, je veux dire que grâce à Martine, cette année, c'était mon premier concert en France qui était acheté par le gouvernement français officiellement et qui prend lieu aux salles de concert de Sidney Bechet à Garches, où nous habitons. Ici, c'est grâce à Martine Boulard. Grâce à Et Martine merci Boulard. Elena, son épouse, Ma épouse Elena. qui a intercédé. Merci beaucoup Thierry. Merci chers amis et bonne soirée. Autre remerciement pour Nicolas Chotard qui préside les Lys de France, qui est une institution française dans tous les sens du terme et qui se bat pour nos valeurs à tous. Et voilà, qui a été très, très généreux à notre égard et nous sommes heureux de coopérer. Voilà, il nous a offert un très très beau dîner récemment autour de Colbert et nous sommes heureux de l'honorer ce soir. Voilà. Merci pour tous ceux qui viennent de loin. Je pense à de nombreux fidèles qui viennent, je ne sais pas pourquoi, de Dijon, du Nord. Et il paraît qu'une personne vient de Chine aussi pour le dîner. Alors, on commence par les salutations, je crois. Alors Thierry, merci. Mime, merci de ta présence pour les mariés. Et puis à vous, chers amis, cousins pour certains, d'être venus ce soir m'écouter raconter comme d'ordinaire des bêtises. Alors pas tout à fait. Je ne vous ferai pas un cours d'histoire de l'art ce soir, mais plutôt de vous faire connaître d'une autre manière Jean-Baptiste Oudry, qui était en fait un grand peintre de l'époque baroque rococo français, et qui n'était pas que cela, puisque effectivement, dans sa peinture, il y avait toute la quintessence de l'école du Nord et des Flandres. Alors vous allez me dire, il raconte n'importe quoi, encore ce Gérard. Eh bien non. Alors, Oudry, comme vous le savez tous, est né en 1686 à Paris, quai de la Ferraille. Vous connaissez le quai de la Ferraille quand même. La Mésicherie, aujourd'hui la Mésicherie. Et il a vécu une grande partie de sa jeunesse et de son adolescence au Pont Notre-Dame, d'où son père avait une boutique. Alors les Oudry étaient dans cette société de corporatisme, ils étaient tous peintres d'horreur et miroitiers, parce que ça allait de pair. Il suffit de regarder cette maison et on a compris que les boiseries, les décors, tout cela ne font qu'un, puisque nous sommes dans un salon Régence, même si la tapisserie aujourd'hui est contemporaine. La quasi-totalité des décors ici sont de l'époque d'Oudry, puisqu'ils datent de 1730 à 1720.
Effectivement, notre Jean-Baptiste est né à l'extrême fin, ou plutôt dans les 2 dernières décennies du XVIIe siècle, et donc il est empreint de ce grand style Louis XIVien et de cette fameuse époque régence qui va être, pour ma part, en tant qu'historien d'art, la quintessence de la civilisation française. Le Louis XV rococo un peu lourdingue et un peu trop je m'en remets, c'est mon quant à moi, fait qu'à l'époque de notre ami Oudry, eh bien, il est la quintessence de cette peinture. Alors vous allez me dire, mais comment Jean-Baptiste était perclus de cette école des Flandres et du Nord, surtout du Nord? Eh bien parce qu'en fait, son étude, il l'a fait déjà à Marseille. Alors vous allez me dire, comment peut-il de Marseille à l'école du Nord? Eh bien, il l'a fait chez Michel Serres, qui était en fait peintre aux galères du Roi, à Marseille. Et donc, il a fait ses premières humanités pendant 4 ans. Et il revient à Paris avec une extrême connaissance des fonds de peinture, car vous savez, pour ceux qui sont experts en peinture, les fonds sont extrêmement importants pour la tenue sur les toiles, et puis surtout sur les vernis. Et puis son père, Jacques, qui est en extase devant ses dessins, car il est extrêmement doué dans le dessin, le présente à un grand de la peinture française, presque à un Picasso, si j'ose dire, du XVIIe siècle, et bien qui n'est autre que le grand Largillière. Et là, Largillière va lui faire ses autres humanités pendant 6 ans. Et d'ailleurs, Largillière va être, pour ce Jean-Baptiste Oudry, le père spirituel de sa peinture. Et de plus, ils ont une 30aine d'années de différence. Et Largillière, autant que notre Jean-Baptiste Oudry va mourir dans les années 1750, à la fin de ce rococo, pour arriver dans la période néoclassique, eh bien, Largillière va mourir dans les années 1740, à 86 ans. Donc il va accompagner son élève sur la totalité, en fait, les premières totalités de sa grande période, qui va être quand il va rentrer, en fait, à la cour de Versailles. Car ce personnage, petit bourgeois, dans la peinture, puisque dans sa corporation de peintre, il est tout petit, il va connaître l'émulation des grands, puisque à force de portraiturer certains toutous de la collection du roi, eh bien, il va devenir peintre ordinaire de Louis XV. Alors que vous savez que dans l'Ancien Régime, quand on était ordinaire, en fait, on était extraordinaire, et que celui-ci va connaître l'intimité de la famille royale et va devenir tout simplement le maître de peinture de la reine Marie-Judiska. Et pendant une 15aine d'années, il va... alors, la reine Marie-Judiska va être est déjà une peintresse, comme on disait autrefois, mais elle avait des manques de ponctualité dans sa peinture. Et sous des cours magistraux, et il va apporter à Marie-Judiska, en fait, un certain élan dans sa peinture qui la mettra dans l'égalité des grands de cette époque-là. Il va apprendre aussi l'art et la manière du pinceau aux filles de Louis XV, et puis dans les années 1725-30, il va devenir le grand patron de la manufacture de Beauvais. Manufacture qui était périclitante depuis la fin de l'Ancien Régime. On parlait, je pensais à notre ami d'Ulysse de France tout à l'heure par rapport à Colbert. Colbert avait instauré la restauration, déjà à l'époque de Louis XIV, de la grande manufacture de Beauvais. Eh bien, notre Oudry va amener dans son articulation, et surtout, nous sommes entre gens de bonne famille, de cette bourgeoisie un peu fracassante, l'art du maintien de la dot. Et il va restaurer financièrement, en fait, Beauvais par ses cartons, et parce qu'en fait, avec ses grands amis Natoire et Boucher, qui feront le trium, un art particulier qui va faire que cette manufacture va retrouver un élan jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avec ces tapisseries très particulières, avec les Don Quichotte, avec, je pense à Ming Marie, avec le grand mandarin, tous ces grands cartons qui vont nous faire qu'il y a un nouveau Roland dans le style baroque classique, parce qu'on arrive dans le classicisme de la tapisserie de ce milieu et de l'extrême fin du XVIIIe siècle pour cette manufacture qui va survivre bien sûr à notre Oudry. Donc là vous le voyez ici, il est très particulier, vous avez vu qu'il est rasé, il vient de rentrer à l'Académie de Saint-Luc, une académie mémoriale, puisqu'elle a vu le jour dans les toutes premières années du XIIIe siècle. Et c'est une grande confrérie de peintres à l'ombre de Notre-Dame. On ne peut pas ne parler d'elle
pas parler d'elle aujourd'hui. Et Oudry fait donc partie, après ces humanités, de cette académie, dont son père d'ailleurs est président. Et donc il rentre à l'Académie de Saint-Luc, il en deviendra professeur. Et d'ailleurs, dans les années 1707, une de ses élèves, Mademoiselle Froissart, devient en fait son épouse. Alors, je ne vais pas vous raconter qu'ils auront 13 enfants, vous imaginez. Seuls un sera peintre, Jacques Oudry, qui sera d'ailleurs peintre extraordinaire du duc de Lorraine. Il vivra longtemps à Bruxelles, et puis il mourra à Lausanne en 1778. Et malheureusement, il était tellement empreint de son papa qu'en fait, il fera tellement de peintures de Oudry qu'on aura même encore au XIXe siècle, et même encore aujourd'hui, on pourrait confondre les œuvres du père au fils à cause des verdicts qui ont viré. Ils ont vieilli parce qu'en fait, il copiait son papa, tout bêtement. Donc là, il doit avoir une vingtaine d'années. C'est son autoportrait, ici présentement. Et il a les couleurs de l'Académie de Saint-Luc. Alors vous regardez son bonnet. Donc il est rasé, vous savez pourquoi? Parce qu'on porte la perruque. Donc on n'a pas besoin de s'embarrasser de nos vrais cheveux, parce qu'on est encore à l'époque de Louis XIV, ou de la fin du règne du roi. Et donc il est avec ce petit liseré rose et bleu, qui est en fait le ruban de cette académie. Nous avons donc une de ces peintures-là, qui représente en fait la ferme de la Croix d'Arcueil, pour les Arcueillais, n'est-ce pas Thierry? On a du mal à imaginer que c'est la porte d'Orléans. Eh bien oui, nous sommes à la porte d'Orléans et au loin nous avons les arabesques, la plaine d'ici et du Thon allant en fait jusqu'à Paris. Et la petite montagne que vous voyez en fait par la perspective, croyez-moi, c'est le Mont Valérien. Voilà. Alors ce tableau effectivement, la Croix d'Arcueil, hein, la Vache Noire, la Croix d'Arcueil pour ceux qui le connaissent, sur la route de Sceaux, eh bien cette peinture n'est pas d'Oudry. Je vous l'ai mis là pour rendre hommage à la reine Marie Légiscard, puisque Oudry a peint ce tableau, et c'est la copie faite par la reine dans les années 1713. La réplique de ce Oudry, par la reine Marie Légiscard. Ça, c'est le tableau de Marie Légiscard. Oui. C'est bien. Voilà. Et là, l'école du Nord apparaît, car regardez les fonds. Il y a toujours, à grande échelle, vous savez qu'en tableau, c'est comme en géographie. Hein. Petite échelle, c'est quelque chose qui est très grand, et quand on est à grande échelle, c'est quelque chose qui est trop petit, ce qu'on voit en fait par le prisme. Et là, vous avez en fait, quand vous regardez ici, nos tableaux, on a quelque chose de l'école des Flandres qui apparaît, et bien sûr, parce qu'en fait, il est empreint de cela. Donc la reine Marie Légiscard était digne de Oudry et même de certains grands maîtres comme Natoire et Boucher. C'est peint par la reine. On est proche des bateaux de l'île aussi. Ah, complètement. Complètement. Alors, je vous parlais tout à l'heure, et je vous ai montré Jean-Baptiste Oudry. Voilà le grand maître, l'Argillière, et vous avez vu qu'il est à s'y méprendre à la cohésion du maître, puisque c'est le père spirituel. Voilà le grand L'Argillière, lui aussi membre de l'Académie de Saint-Luc, et vous voyez qu'il porte le même bonnet, on est rasé de la même manière, puisqu'on n'a pas besoin de s'emprunter la perruque, enfin de ses cheveux, puisqu'on emprunte la perruque, pardon, et comme L'Argillière est un graveur, sculpteur et surtout un grand peintre, là il est en fait représenté, c'est son autoportrait par lui-même, et vous avez le grand L'Argillière devant vous. Ah, il y a des similitudes. Eh bien non. Vous voyez comme quoi, et d'ailleurs pendant 6 ans, Jean-Baptiste Oudry vivra dans sa maison et fera table avec son maître. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fils adoptif. Là, nous avons un L'Argillière. Alors c'est un peu flou peut-être, mais c'est un L'Argillière. Et là, vous reconnaissez digne du Bruegel de velours. Oui, Thierry. C'est pas possible de monter des... alors, si on monte, on va être obligé de redescendre un moment, Thierry. Non, mais... là, oui. Voilà, c'est derrière. C'est une colline, ça descend. Ça descend assez vite. Liliane, nous ne sommes pas aux Antilles. Il est un peu de travers. Des soucis de parallaxe. Alors, quand vous regardez ici, vous avez en fait le renard. Surpris, vous voyez, il est au bord de son étang, et quand vous regardez en fait cette peinture, eh bien c'est une peinture de L'Argillière. Gérard.
Oui. Les gens ne voient pas derrière. Nous, on voit rien. Non, parce Tu qu'avec mets un livre, tu as pas un livre Je l'ai pas. avec vous là, on reste. Ou alors il faut remonter le... Est-ce qu'il est au maximum? Non. Au maximum, une grande partie de son enfance avec sa famille dans les Flandres. Avant de rentrer en France et de faire son académie, il part pour l'Angleterre et il va être emprunt, ou plutôt il va rentrer dans l'atelier de Van Dyck. Et Van Dyck, en fait, va l'éduquer dans la peinture et va lui donner cette influence très particulière du grand baroque flamand que nous pouvons retrouver. Élève de Rubens, absolument. la contre-réforme catholique. Absolument. D'ailleurs, je suppose, mes amis, sans être outrecuidant, que si les Largillières ont quitté la France au XVIIe siècle, c'est parce qu'en fait, je pense que c'était des sacrés parpaillots et qu'ils n'étaient pas très catholiques. Donc, il rentre après en France, après Londres, assez jeune homme, et donc Largillière est empreint de cette culture du Nord et des Flandres, et c'est ce qu'il va en fait apprendre à Oudry, qui va en fait... Alors là, je vous montre, pardon, on redescend un peu. Voilà le grand Van Dyck, avec, on dirait un âme, c'est extraordinaire, cette peinture, et c'est un autoportrait lui-même. Voilà, là on doit être dans les années 1650, 1630, 1640. Pour Thierry, ça doit rappeler les souvenirs de la maison, de la Célébor, puisque c'était l'époque, on est en 1600 là. On est dans les premières moitiés du XVIIe siècle. Et puis voilà une des œuvres là de Van Dyck. Et là, vous reconnaissez complètement l'école du Nord, avec ses clairs-obscurs, pour ceux qui sont nordistes, l'Artois, les paysages artois, même si là on est un peu montagneux, on n'est pas loin de la Belgique, là, après Lille. Quand on part pour aller à Maastricht, Thierry, c'est ces paysages-là. Les paysages de campagne sont superbes. Et ils sont superbes. Et d'ailleurs, vous regardez, c'est extraordinaire, vous avez le Pontet, la petite rivière, alors qui ne font qu'un peint, avec exactement les mêmes tons et les mêmes tonalités, et surtout les mêmes profondeurs, et puis le paysage derrière, avec la ville que vous apercevez derrière les frondaisons, et le petit bout de clair-obscur qui alors est là, extraordinaire, entre les deux perdreaux, qui vous amène là, à l'école des Flandres. A vécu une grande partie de son enfance avec sa famille dans les Flandres. Avant de rentrer en France et de faire son académie, il part pour l'Angleterre et il va être emprunt, ou plutôt il va rentrer dans l'atelier de Van Dyck. Et Van Dyck, en fait, va l'éduquer dans la peinture et va lui donner cette influence très particulière du grand baroque flamand que nous pouvons retrouver. Élève de Rubens, absolument. La contre-réforme catholique. Absolument. D'ailleurs, je suppose, mes amis, sans être outrecuidant, que si les Largillières ont quitté la France au XVIIe siècle, c'est parce qu'en fait, je pense que c'était des sacrés parpaillots et qu'ils n'étaient pas très catholiques. Donc, il rentre après en France, après Londres, assez jeune homme, et donc Largillière est empreint de cette culture du Nord et des Flandres, et c'est ce qu'il va en fait apprendre à Oudry, qui va en fait... Alors là, je vous montre, pardon, on redescend un peu. Voilà le grand Van Dyck, avec, on dirait un âme, c'est extraordinaire, cette peinture, et c'est un autoportrait lui-même. Voilà, là on doit être dans les années 1650, 1630, 1640. Pour Thierry, ça doit rappeler les souvenirs de la maison, de la Célébor, puisque c'était l'époque, on est en 1600 là. On est dans les premières moitiés du XVIIe siècle. Et puis voilà une des œuvres là de Van Dyck. Et là, vous reconnaissez complètement l'école du Nord, avec ses clairs-obscurs, pour ceux qui sont nordistes, l'Artois, les paysages artois, même si là on est un peu montagneux, on n'est pas loin de la Belgique, là, après Lille. Quand on part pour aller à Maastricht, Thierry, c'est ces paysages-là. Les paysages de campagne sont superbes. Et ils sont superbes. Et d'ailleurs, vous regardez, c'est extraordinaire, vous avez le Pontet, la petite rivière, alors qui ne font qu'une symbiose avec la verdure, le vert transparaît dans la rivière, et vous avez ces moutons, puisqu'en fait, là, on voit un troupeau de moutons et de vaches avec le berger qui ramène
ou qui fait en fait paître son troupeau. Et au loin, bien sûr, toujours ce phénomène de clair-obscur et surtout d'ombré. Parce que c'est là que je vais vous parler d'Oudry. À un moment, regardez cet ombré. On voit une première partie qui est très lumineuse, avec tout de suite derrière quelque chose de très foncé, et puis un espèce de clair-obscur somptueux au fond qui vous amène en fait 2 profondeurs, et même voire 3 profondeurs. Et cela, c'est l'école du Nord. Et justement, je vous montre un toutou royal, comme dirait l'autre, au royal, et là vous regardez les arbres que Jean-Baptiste Oudry a peints, avec exactement les mêmes tons et les mêmes tonalités, et surtout les mêmes profondeurs, et puis le paysage derrière, avec la ville que vous apercevez derrière les frondaisons, et le petit bout de clair-obscur qui alors est là extraordinaire entre les 2 perdreaux, qui vous amène là à l'école des Flandres. Là, eh bien sûr, on ne peut voir que l'empreinte de l'école du Nord. Alors là, c'est extraordinaire parce que c'est la civilisation entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Nous avons les fleurs coupées qui représentent en fait toute notre identité des Flandres et du Nord. Et puis, on a les fleurs en jardin. Eh bien, parce qu'en fait, nous sommes en 2 mondes. Avant, on coupe les fleurs pour les mettre devant tout le monde à table ou dans les grands salons. Et dans les jardins, en fait, on collectionne. Et là, nous avons l'inspiration du XVIIIe siècle. On collectionne les différentes bulbes qui vont nous amener à différentes couleurs et des profondeurs de vert et de rouge et de rose et de blanc. Alors que dans la nature morte, on a quelque chose de très flamboyant qui montre en fait ce que l'on pouvait imaginer de la nature recomposée en nature morte. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous voyez d'ailleurs, il y a un sphinx extraordinaire entre la partie vivante et la partie fleur coupée. Et puis vous avez un perroquet qui vous amène au XVIIIe siècle avec le petit papillon qui, je crois, va se faire becter. Les tubéreuses ont été introduites par Ogier de Bousbecq, oui, qui était évidemment des Flandres absolues, et c'est devenu une réalité économique de premier plan. Énorme. D'ailleurs, vous avez là quelques pieds de tulipes noires qui, dans les dernières années du XVe et du premières années du XVIe siècle, ont été, si j'ose dire, ont été vendus à un prix tellement ahurissant que même la bourse d'Anvers aurait pu pâlir sur la noirceur de la tulipe. Alors là, souvenir pour les Arcueillais, nous avons en fait l'aqueduc d'Arcueil, l'aqueduc Médicis, avec le pontet de l'ancienne cour d'honneur des princes de Guise, et puis vous avez aujourd'hui, en fait c'est l'avenue de la Convention, pour ceux qui connaissent. Nous allons dans le bas d'Arcueil et on va passer pour aller à Cachan, sur les plaines de Cachan. Le lieu existe dans cet état-là, sauf qu'il y a quelques immeubles en trop, et là il y a une profondeur extraordinaire qui est liée à la peinture du Nord, entre le ciel et le miroir d'eau qui répercute l'ombre de l'aqueduc. Avec aussi, pareil, toujours, le petit clair-obscur qui est dans le coin là-bas des arbres, qui nous amène en fait au Château Vieux, pour ceux qui connaissent la vieille maison des gardes, dont je suis le conservateur. Voilà. Alors, ce support est un support qui a été commandé par le roi et qui est aujourd'hui dans les cabinets du dauphin à Versailles, dans les appartements officiels du fils du roi. Et c'est une allégorie des fameuses fables de La Fontaine. Le même vue, alors là, pour le prince de Schwerin, la même vue avec un troupeau. Et pourquoi? Parce qu'on est quand même au nord, même si on est en Allemagne, et il y a une empreinte très particulière à l'école des Flandres, et là c'est l'école des Flandres. Vous reconnaissez en fait le troupeau, toujours avec un petit âne, la rivière de Bièvre, toujours avec le même clair-obscur, le même endroit, un peu plus léger dans le front forestier, mais très éclairé. Et si vous regardez bien, toute la transparence et la profondeur vous amène là à l'école encore du Nord, avec ces lumières particulières. Alors le vernis est un peu passé, je pense que depuis la diapo en Allemagne, ils ont restauré et on a allégé les vernis et on retrouve des bleus et des verts ahurissants. Et là pareil, alors là on a Lys, qui est l'un des toutous préférés de Louis XV. Celle-ci habitait Versailles, dans la fameuse antichambre du roi. Et au loin, vous avez en fait un fond de soleil magnifique, c'est la fin de la journée, et vous avez un pontet avec toujours la ville qui a
vous représente tout à fait le fond de l'école du Nord. Puis regardez un peu l'image, même si celle-ci est un peu floue, avec l'envol très particulier du faisan. On a l'impression qu'en fait il est pris en deux dimensions en fait, et sur la peinture il est de cet état, et il est dans l'aspect de l'envol. Voilà. Une autre vue aussi. Alors, je vous ai dit, alors là je le redresse un peu, voilà. Van Hastel, qui est en fait un grand peintre des Flandres, et là on a un perdreau avec un carquois et une besace de chasse. C'est une allégorie à la chasse en nature morte. Vous reconnaissez tout de suite la mouche qui est posée, alors là si ce n'est pas l'école du Nord, ça ne sera jamais, sur l'aile, et qui représente, si j'ose dire, la mort. Hein, la mouche est là pour montrer qu'en fait, même si le perdreau est bien faisandé, la mouche est bien présente. Et la même représentation par Oudry, à la manière la très rococo baroque, avec le grand vase Médicis, Richelieu de la grande collection du Louvre, avec pareil le carquois, où vous avez en fait la besace, et vous avez exactement le même perdreau, avec la même empreinte picturale. En fait, il n'a pas copié, mais en fait, il s'en est inspiré complètement, puisqu'il a dû probablement, dans son état antérieur de jeune artiste, copier en fait la première peinture que vous avez vue précédemment. Et puis là, je vous présente les quais, la honte, les jardins d'Arcueil. C'est-à-dire que nous sommes au fond de la vallée, là derrière nous, vous me croyez, on a le bosquet de Diane, on remonte vers l'autoroute, vers le Juif. Et nous sommes sur cette avenue de la Convention. Au bout, là-bas, nous avons le Château-Vieux. Et nous sommes sur l'île. Hein, juste sur le côté droit, vous avez le bosquet d'Amphitrite, croyez-moi, il a existé. Et puis au fond, vous avez le lac Duc d'Arcueil que vous ne voyez pas. Et là, vous avez ce jardin très particulier, puisque les jardins d'Arcueil, comme vous le savez, ont été l'un des plus beaux jardins pendant 30 ans d'Europe, hein, de 1720 à 1740. Anne-Marie-Joseph de Lorraine d'Harcourt, prince de Guise, avait finalisé les restaurations de Françoise de Brancas, sa mère, princesse d'Harcourt. Et ces jardins avaient une particularité dans l'histoire de l'art, ce sont des jardins français traités au naturel 40 ans avant les jardins anglo-chinois. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là n'est pas le fait de la nature, tout est taillé. Sauf que ce n'est pas des lignes droites, tout est taillé à la nature. C'est-à-dire de l'arbrisseau à l'arbre de haute futée, c'est un travail considérable. Voilà, et vous avez ce fameux clair-obscur avec ce trait de craie, vous voyez, qui vous marque en fait l'empreinte de la rivière. Alors moi, je dis toujours, parce que moi qui connais Arcueil, et puis je pense à Natoire et à Boucher, qui ont fait les mêmes lieux, puisqu'on a d'autres dessins dans le jardin du parc d'Arcueil, je les imagine au mois de juin, parce que là on est en juin. Je connais bien ma région, le soleil, là vous voyez, là on a le versant est, et puis là-bas on a le versant ouest. Versailles est derrière, là. Et bien, quand vous le voyez là, on est presque à midi, et on est au mois de juin. Il fait bon. Et vous pouvez vous imaginer digne de Sacha Guitry dans le Versailles, si Versailles m'était compté, Boucher, Natoire et Oudry venant peindre le même endroit, au même instant, les plus grands peintres de ce temps. Ça, c'est extraordinaire. Un autre carton de Jean-Baptiste Oudry, là aussi de réau de deux pierres noires et de craie et de gouache, qui vous présente le fameux bassin que je vous ai retrouvé l'année dernière, qui représente en fait le deuxième bosquet des sources, le premier ayant disparu en 1685, je crois, à Versailles. Et bien, imaginez-vous, l'année dernière, je vous ai retrouvé, malheureusement avec une fouille déplorable, puisque Nexity a construit un immeuble de 6 étages dessus, et j'ai été obligé en 2 mois et demi de faire une fouille d'1 an, et j'ai récupéré la quasi-totalité des données de ce fameux bosquet, qui était très particulier, extrêmement complexe, complètement rococo, là, on est dans la civilisation du rococo. Et d'ailleurs, tous les gens de la fin du 19e siècle et du début du 19e pensaient que ce jardin, enfin, vu ce carton, nous étions en fait dans un jardin abandonné, parce qu'on croyait que les bouts de bassin étaient complètement élimés et érodés par le temps et par l'eau. Pas du tout. C'est une rivière traitée au naturel. Et imaginez-vous que tout ce qui est en gazon, en fait, est en eau, et tout ce qui était gazon dans un jardin à la française était en eau. Et tous les arbres que vous voyez là, en fait, sont taillés à la perfection pour donner, en fait, l'illusion de ce qu'on voulait. Alors, c'était un bassin très particulier, parce que c'était un bosquet triple. Il y avait la vieille maison seigneuriale, qui est en fond de vallée. Alors, la maison est là, on n'a pas de perspective. Donc, en fait, on avait trois perspectives grandiloquentes. On avait le bosquet de Diane d'un côté, on avait le bosquet des sources, et le fond de ce bassin, en fait, et la perspective était le bosquet de Bacchus,
C'était assez extraordinaire et on est dans la période, pour ceux qui connaissent, je pense à Marc qui est en bout de table là-bas, la grande période alexandrine de Louis XIV. Ces jardins en fait étaient composés des fameux coureurs, des copies des coureurs de Diane et d'Apollon qui ponctuaient en fait l'architecture de ces jardins. Et puis là tout de suite vous revoyez quelque chose de complètement architecturé de l'école du Nord, le petit pontet que personne ne voit là sur le coin, avec la rivière qui coule dans le sens inverse, dans lequel en fait elle devrait couler. Pourquoi? Parce qu'en fait on faisait par des systèmes hydrauliques de moulins couler la rivière d'un sens inverse, qui fait qu'avec un simple filet d'eau, on avait l'impression que des milliers de litres d'eau coulaient en fait dans cette rivière qui n'excédait pas les 2,50 mètres de large, et qui était en fait un faux vrai grand canal, puisque l'un était un canal vivant, c'était la rivière des Gobelins, et l'autre était le bras mort qui en fait ponctuait la quasi-totalité de ce jardin, mais d'autres grands seigneurs qui étaient à Gentilly, chez la duchesse de Villeroy par exemple. Et là on retrouve encore le clair-obscur, vous voyez, tac, tac, là vous avez quelque chose qui est complètement empreint de l'école du Nord. Et là nous sommes à la Faisanderie. Alors j'espère un jour vous voir à la Faisanderie quand même, parce que je restaure ce bâtiment depuis bientôt 10 ans. La route d'Orléans. Voilà, l'aqueduc d'Arcueil, mais il manque un étage puisque Napoléon III n'a pas encore œuvré. La maison de vacances de la princesse de Beauvau, et puis la Faisanderie du prince de Guise avec un magnifique treillage que vous avez là. Et là, il y a 3 en fait compositions dans une, et qui représentent l'école du Nord et des Flandres, la perspective et les clairs-obscurs qui sont partout pour montrer en fait les différences de niveau. On pourrait imaginer que le dessin est très plat, mais en fait on a une articulation, on a un délégué de 18 mètres. Le fond de la vallée est à 18 mètres. Et là vous le pressentez quand je vous dis ça. Et là on est sur la terrasse supérieure de notre Faisanderie. Et puis là, quelque chose qui moi me tient à cœur, nous sommes sur l'île d'Amphitrite, vous me croyez toujours, derrière il y a une splendeur avec une statue complètement baroque rococo. Nous avons le potager du prince de Guise, l'église Saint-Denis, la maquette de Notre-Dame de Paris est là derrière, il y a la rue de la Fontaine qui est derrière, et puis il y avait le pont. Et cette île en fait n'était qu'un îlot qui cachait en fait la fin des perspectives du domaine d'Arcueil sur la rivière de Bièvre. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans la composition comme ça, on pourrait penser qu'on est complètement dans le baroque rococo, mais quand on regarde et qu'on zoome, et bien là vous avez une peinture de l'école du Nord, ou un dessin, un crayon de l'école des Flandres. Et puis pour moi, le petit personnage est extraordinaire parce qu'elle part vers l'éternité. Alors quand on sait ce qui est devenu Arcueil aujourd'hui, heureusement qu'elle s'en va, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle retrouve aujourd'hui ce qui est devenu Arcueil. Voilà, et puis je vous montre en hommage notre Jean-Baptiste Oudry, par Perronneau, quelques années avant sa mort, puisqu'il est mort en 1755, et il était d'ailleurs devenu marguillier à Beauvais. Et vous voyez que dans le fond de sa peinture, on a un des chiens du roi, puisque il était le grand portraitiste des chasses du roi Louis XV, et c'était un personnage haut en couleur. Où est-ce qu'il est le chien? Regardez, vous avez l'esquisse à la crête. Vous voyez les oreilles, le nez. Voilà, chers amis. Bravo. Merci à vous. J'espère ne pas avoir été trop long et trop court. Voilà. Sur l'église Saint-Denis et Saint-Arcueil. Oui. Et le lien avec Notre-Dame de Paris. Alors, moi, je suis modestement le conservateur du patrimoine de la ville d'Arcueil. Et depuis 35 ans. Ça commence à faire long. Mais j'ai une particularité. Il y a des collègues qui sont conservateurs. Pardon de m'auto-congratuler ce soir. Mais parce que souvent, quand on est conservateur, on veut devenir un grand conservateur. Oui. Eh bien, moi, je ne suis pas un grand conservateur. Je suis resté petit conservateur de ma ville, dans lequel j'ai commencé mon travail dans les années 93. Et en 93, j'ai attaqué la première campagne de restauration de l'église Saint-Denis d'Arcueil, qui est un prototype de l'art gothique et qui s'ouvrait en deux. Et qui avait tendance à onduler, qui était tapé par la rivière qu'on ne voit plus, mais qui, par les sols et les leusses, avait tendance à glisser. Donc avec Moufle, l'architecte en chef des monuments historiques,
nous avons fait une grande campagne, nous avons pris une grande campagne de restauration, où nous avons ramené des cintres intérieurs avec des longrines supérieures en béton, pour refermer en fait ce prototype, puisque l'église d'Arcueil a été construite en 1119, le jour de Pâques, là, il y a quelques jours, eh bien l'église d'Arcueil a fêté ses 900 ans, et le lundi, avant Pâques, eh bien, sa petite sœur, ou plutôt, oui, sa fille, était en train de mourir par l'incendie, ou plutôt les toitures de Notre-Dame étaient en train de prendre feu, et puisque Notre-Dame a fêté ses 850 années, cette année, d'existence. Et donc, je vous invite à venir voir Saint-Denis d'Arcueil, qui est ouverte pour régulièrement, 3 jours par semaine, le lundi, le mardi, je crois, et le vendredi. Et puis, bien sûr, pour la messe, le dimanche. Et venez voir, en fait, cette micro-cathédrale, parce que c'est une petite église, à l'échelle d'une église paroissiale. Et quand vous entrez à l'intérieur, vous avez en fait le premier transept de Notre-Dame de Paris, avec sa nef, ses 2 bas-côtés, et les bas-côtés légèrement surbaissés avec un faux triforium qui vous montre en fait le fameux déambulatoire de Notre-Dame, qui lui est un véritable déambulatoire. Et puis comme on est dans la grande histoire fondamentale de l'architecture, vous connaissez le pas de Salomon, le pas du roi, eh bien l'église d'Arcueil est un quantième de Notre-Dame de Paris, puisque on y trouve le fameux temple mythique de Jérusalem dans Notre-Dame de Paris, mais dans toutes les cathédrales d'Europe, hein, parce que en fait c'est le pas de Salomon qui a fait en fait le quantième de ces édifices. Et donc à Arcueil, imaginez-vous, la hauteur de ma nef est la hauteur du triforium de Notre-Dame de Paris, à l'échelle. Mais elle est à l'identique de Notre-Dame. Et donc c'est un prototype, allez la voir, elle est en gothique primitif et pas en gothique flamboyant. On quitte l'art roman pour arriver à ce gothique très particulier que l'Île-de-France en fait va impulser et va donner dans toute l'Europe du Nord et qu'on va retrouver jusqu'à Cologne. Voilà, venez me voir à Arcueil et venez visiter en fait, autre que la faisanderie et le nymphée que je suis en train de restaurer, mais là, dans ces cas-là, avec Thierry et d'autres amis, on sera un groupe, et là je vous emmènerai, et on fera un pique-nique ou une visite sur une demi-journée. Venez à Arcueil. Merci à vous. Merci. Et puis je remercie tout particulièrement notre ambassadrice tout court, qui est ma marraine quelque part dans le monde. Merci Monica. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.